Bonjour à tous, je vous souhaite un excellent week-end. Un bon week-end, c'est comme un bon commandant. Ça commence bien, mais ça doit finir en victoire. Et ici, on ne distribue pas des croissants, on distribue des vérités qui piquent. Sosten Kazanzu à Kinshasa. Ici, on ne sert pas le petit déjeuner, on sert le réveil. Un bon week-end, c'est celui qui fait trembler les illusions des Tutsis et danser les vérités dans les cœurs d'un peuple que Dieu a béni avec amour. Papa Patrick Bolima. Aujourd'hui, nous allons découvrir beaucoup d'informations sur le nouveau commandant, nommé dans les fronts en remplacement. Des traîtres, ce qui a révélé des vérités embarrassantes sur les officiers, traîtres sous influence de Kabila et Kagame. Bonaventure à Missy Mwenga, changer les traîtres. C'est comme changer les pneus d'un camion embourbé. Ça ne roule pas encore, mais au moins ça ne patine plus. Les vérités embarrassantes, ce sont les factures non payées de la trahison. Et l'histoire ne fait pas de remise. Les vérités embarrassantes, ce sont les factures non payées de la trahison. La trahison laisse toujours des reçus, et le peuple finit par les lire à haute voix. Un traître démasqué, c'est une souris sortie du placard. Ça court, mais ça ne se cache plus. Restez attentifs, car nous ne sommes pas ici avec de simples abonnés, mais avec des membres d'une véritable famille. Ici, on ne clique pas pour liker, on clique pour libérer. Ce n'est pas une chaîne YouTube, c'est une cellule de résistance. Et dans une famille, on ne cache pas les traîtres sous le tapis, on les expose au soleil. Norbert Ibanda. Une vraie famille ne se contente pas de suivre, elle se lève. Elle partage aussi les vidéos de Novita car les traîtres ne supportent pas la lumière. C'est pour ça qu'on ouvre les rideaux. Novita incite les parents responsables et les serviteurs de Dieu à s'engager dans leurs devoirs civiques, en luttant pour la souveraineté du Congo. Quand les parents se lèvent, les enfants n'ont plus besoin de fuir. Et quand les serviteurs de Dieu deviennent sentinelles, même les démons changent des nationalités. Et même les démons de la corruption commencent à jeûner. Et quand les parents s'engagent, les enfants arrêtent de rêver d'exil et commencent à bâtir un Congo fort et uni. La foi sans action, c'est une lampe sans huile. Mais quand elle s'allume, elle éclaire les nations. Pauline Onochu à Kisangani. C'est ça, l'esprit de Novita TV. Lorsque les ambassadeurs de Dieu terminent leur mission divine, ils viennent ici pour le combat. Après les prières, place aux projectiles. Les ambassadeurs de Dieu ne viennent pas ici pour faire des selfies. Ils viennent pour sanctifier le front. Et quand le combat est juste, même les anges applaudissent. Madame Bernadette Tidi, la prière prépare le terrain, mais le courage le conquiert. Et quand les anges applaudissent, c'est que le combat est juste et le cœur est pur. Ils sauvent des âmes, certes, mais ils n'oublient jamais que le Congo a besoin de leur voix. Et ici, ces ambassadeurs de Dieu sont des porte-paroles. Un porte-parole qui parle pour la justice, c'est un prophète en mission. Il ne parle pas pour briller, il parle pour brûler l'injustice. Et chaque mot devient une torche. Je tiens à exprimer ma gratitude envers vous, chers ambassadeurs de Dieu. Pasteur James Ilunga à Kolwezi, Pasteur Pauline Ilunga en Angola et Pasteur Shegombala à Kinshasa. Ces noms ne sont pas des titres, ce sont des torches dans la nuit. Et quand Kolwezi, Kinshasa et l'Angola s'alignent, c'est que le ciel a décidé de parler en lingala. Je remercie également les évangélistes Robert Mongiro et José Moussa, tous deux à Kinshasa, ainsi que Pasteur Bernard, Mafikan Zola Messeux à Chikapa et Pasteur Francisco Makumbi Kembo en Angola, une armée de lumière dans un pays en guerre. Ces évangélistes ne prêchent pas seulement, ils percent les ténèbres. Chikapa et Kinshasa deviennent des bastions de la foi patriotique. Merci aussi à Pasteur Amani à Bukavu et à Pasteur Emmanuel Tubajiki, sans oublier l'évêque Isaiah Mukadi Mwangala. Quand Bukavu prie, les collines s'embrasent. Et quand l'évêque Mukadi parle, même les généraux révisent leurs plans. Ce n'est pas une liste, c'est une ligne de front céleste. La bibliothèque Marie-Christopher Kazanga, dans le Bandundu-ville, l'ennemi ne gagne pas par force, il gagne par ruse. Et quand le peuple dort, même les cafards font des discours. La naïveté congolaise est le vrai carburant de l'agression rwandaise. Paulo Ngonga Willow à Luanda. Quand l'araignée tisse en silence, c'est que la mouche dort avec confiance. Un peuple endormi est un banquet pour les prédateurs déguisés en diplomates. Cette humiliation infligée par ces personnes, qui sont mentalement piégées par un système rwandais, doit susciter une réaction au sein de la communauté congolaise. Le piège le plus dangereux n'est pas celui qu'on voit, mais celui qu'on pense. Franklin Irunga Moanda. Quand l'humiliation devient chronique, la réaction doit être volcanique, pas diplomatique. Le piège n'est pas militaire, il est mental. Et quand l'humiliation devient chronique, la réaction doit être volcanique. Le Congo ne doit pas seulement répondre, il doit corriger l'histoire.
L'histoire ne se corrige pas avec des regrets, mais avec des actes qui réécrivent les chapitres. Godé Fouala Kilolo à Kassangulu. Quand le piège est mental, la libération commence par le réveil, pas par les armes. Les Congolais doivent comprendre qu'il est crucial de réparer cette humiliation en apprenant au Rwanda la même leçon que les enfants et les femmes ont subi depuis 30 ans à l'est du Congo. Ainsi, les futures générations rwandaises en prendront connaissance dans leur histoire. Papa Francis Mulowayi à Kinshasa. La mémoire est une machette. Elle coupe l'oubli et trace le chemin de la justice. Ce que les pères ont semé dans le sang, les enfants doivent récolter dans les livres. Et si le Rwanda a écrit des chapitres de douleur, le Congo doit écrire des pages de justice. Les enfants rwandais doivent lire demain ce que leurs pères ont semé aujourd'hui. Mitterrand, Mwanda à Boma. La justice ne se transmet pas par vengeance, mais par vérité gravée dans la mémoire collective. Un peuple qui écrit sa douleur devient une nation qui enseigne sa dignité. Aujourd'hui, un changement significatif se produit sur les fronts de l'Est du Congo. Le vent tourne et cette fois, il souffle avec des machettes dans les poches. Le changement n'est pas diplomatique, il est tectonique. Et quand l'Est bouge, le reste du pays doit suivre. King combat le sage. Si Nanga ou Bissimois ont fermé leur gueule, ce n'est pas par hasard. Ils se trouvent en ce moment dans une situation critique, comme s'ils avaient deux couteaux pointés vers eux, l'un dans le ventre et l'autre dans le dos, ce qui les empêche d'avancer ou de reculer. Silence radio chez les bavards de la trahison. Deux couteaux, c'est la version congolaise du karma. Un devant pour les mensonges, un derrière pour les deals secrets. Et quand on ne peut ni avancer ni reculer, on prie que Novita ne parle pas trop fort. Le président Tshisekedi a fini par réaliser que parfois, il vaut mieux agir avec courage, plutôt que de se fier uniquement à la diplomatie. Bien que la diplomatie soit préférable, la guerre peut sembler plus rassurante. Monsieur Willy-Claude Mpandamadi à Goma. La diplomatie, c'est bien pour les salons climatisés. Mais quand les collines saignent, il faut des bottes, pas des bavettes. Tshisekedi a compris que parfois, le courage est plus utile qu'un communiqué. Les Tutsis qui osent défier le Congo sont bien conscients qu'ils ne pourraient pas le faire sans la naïveté des Congolais, qui semblent ignorants de la situation. Titi Chilumba en Namibie. L'ennemi ne gagne pas par force, il gagne par ruse. Et quand le peuple dort, même les cafards font des discours. La naïveté congolaise est le vrai carburant de l'agression rwandaise. Le président Tshisekedi a été trompé par ses propres conseillers, souvent responsables de la réorganisation de l'armée congolaise. Les conseillers, des illusionnistes en costume qui transforment les budgets en mirages. Jones Kapemwa en Zambie. Ils ont réorganisé l'armée comme on réorganise. Un buffet, beaucoup de décors, peu de contenu. Et quand le chef est mal conseillé, c'est le peuple qui paie la facture. Issa Limbala, quand le chef est mal guidé, c'est le peuple qui marche pieds nus sur les braises. La facture du mensonge est toujours réglée par ceux qui n'ont jamais signé le contrat. Lorsque ces conseillers présentaient les factures pour l'achat d'armement, seulement 20% des fonds étaient effectivement utilisés pour acquérir ces armes, tandis que 80% finissaient dans les poches de ceux qui méprisent la souffrance des Congolais dans l'est du pays. Beja Dialunda, 20% pour les armes, 80% pour les vendre. C'est plus un détournement, c'est une insulte. Pendant que les enfants meurent, les conseillers comptent les zéros comme des prières 100 fois. Et pendant que les enfants meurent, les conseillers comptent les zéros. Voilà pourquoi le Congo doit se lever, non pas pour négocier, mais pour nettoyer. Josué Kazaba, on ne négocie pas avec les cafards, on nettoie la maison. Le Congo ne doit pas tendre la main, il doit tendre le bouclier et frapper avec la force. Les nouveaux responsables, militaires récemment nommés, ont commencé par s'interroger sur les raisons pour lesquelles l'armée, comme celle du Congo, semblait se retirer face à une armée rwandaise qui, historiquement, n'a jamais remporté de guerre. Jack Vewakia, c'est comme voir un lion fuir devant une chèvre. Les nouveaux commandants ont regardé les archives et franchement, le Rwanda n'a jamais été un champion des batailles. Mais voilà, au Congo, même les chèvres arrivent à faire peur quand les bergers sont corrompus. Pourtant, c'est au Congo qu'ils souhaitent établir leur propre récit militaire. Et les découvertes n'ont pas tardé à émerger. Grégoire Sombolayi à Kinshasa. Le Rwanda veut écrire son épopée sur le dos du Congo. Mais attention, quand on veut graver son nom dans la pierre, il faut d'abord s'assurer que la pierre ne soit pas volcanique. Et ici, les vérités ont commencé à jaillir comme des laves. Après avoir interrogé les soldats sur leurs difficultés et les raisons qui les poussaient à abandonner leur position, les militaires ont fourni des explications qui ont surpris ces nouveaux officiers. Zoro Babel Kambulu, ce n'était pas une enquête, c'était une séance de thérapie collective.
Et les révélations ont fait l'effet d'un uppercut. Les soldats ne fuyaient pas l'ennemi, ils fuyaient la trahison dans leur propre camp. Parmi les plaintes exprimées par les soldats, ils ont fait état de devoir se contenter d'une boîte de sardines et de 2 pains pour se nourrir durant une journée. Anastasia Mukuyayumba, une boîte de sardines et 2 pains. Même les prisonniers de guerre ont un meilleur menu. À ce rythme, ce n'est plus une armée, c'est une colonie de jeûneurs forcés. Et on veut qu'ils tiennent le front avec ça? Même les sardines ont honte. Ils ont également mentionné qu'il leur arrivait de menacer leur propre peuple à la demande de leurs anciens officiers pour obtenir de quoi manger. Marois Paulin a Bukavu l'œil de Novita. Quand la faim devient une stratégie militaire, le peuple devient le buffet. Et les officiers, des chefs de cuisine du chaos. Menacer son propre peuple pour survivre, c'est le sommet de la déchéance tactique. D'autres révélations ont montré que leur prime de guerre était fixée à 3000 francs congolais par semaine, alors que le gouvernement envoyait au moins 100 $ chaque semaine pour les primes des militaires en première ligne. Dielukumba Nzila Antonio. D'ici moi Véronica. 3000 francs, c'est même pas le prix d'un chargeur de téléphone. Et pendant ce temps, les 100 $ prennent l'avion vers les poches des officiers. Voilà comment on transforme des héros en mendiants et des mendiants en traîtres malgré eux. De plus, les messages reçus de leurs anciens officiers leur conseillaient de ne pas se battre, évoquant qu'ils avaient des familles, qu'ils ne pouvaient même pas mourir pour une boîte de sardines et 2 pains, ainsi que 3000 francs congolais comme prime de guerre. Barnabas and Amira John. Les officiers ont inventé la doctrine du découragement stratégique. Ne vous battez pas, vous avez une famille. Sauf que pendant ce temps, les familles du peuple sont décimées et les sardines deviennent des arguments militaires. On aura tout vu. Ils étaient encouragés à abandonner les lignes de front, à refuser de se battre, en leur disant que même les armes n'étaient jamais envoyées par le gouvernement, alors qu'en réalité, les armes étaient disponibles et que ces mêmes officiers les fournissaient aux Tutsis les nuits où les camions venaient avec des hommes en tenue civile, alors que c'était en réalité les militaires ennemis. C'est plus qu'une trahison, c'est une entreprise logistique de la honte. Les armes partent du dépôt congolais pour finir dans les mains de l'ennemi, avec la bénédiction des officiers. Et pendant que les soldats dorment sans munitions, les Tutsis reçoivent des livraisons express. Congo Post, version sabotage. Les tireurs d'artillerie lourdes rapportent qu'il leur était parfois ordonné de tirer dans des directions opposées à celles des ennemis. Tirer à l'opposé, c'est comme arroser le désert quand la forêt brûle. Ces ordres ne viennent pas d'un manuel militaire, mais d'un manuel de sabotage. Et quand l'artillerie devient aveugle, c'est le pays qui perd la vue. Parfois, leurs tirs visaient même leurs propres troupes, mais ils étaient obligés d'exécuter les ordres. C'est le syndrome du fusil suicidaire. On tire sur ses frères parce qu'un supérieur l'a dit. Et quand l'obéissance devient un crime, le front devient un cimetière fraternel. Voilà comment on transforme des soldats en fossoyeurs involontaires. Ils étaient souvent contraints de tirer dans des positions même alliées, car on leur disait que leurs troupes n'étaient pas dans ces zones. Mais quelques jours plus tard, ils découvraient les corps de leurs camarades dans les champs de tir. Le mensonge tactique, c'est le poison des armées. On leur dit zone vide et ils découvrent zone funéraire. Et quand les corps parlent, même les balles pleurent. Ce n'est plus une guerre, c'est une trahison en uniforme. Un autre tireur ajoute qu'il arrivait à son poste de tir avec de nombreuses munitions, prêt à agir, mais qu'on ne lui permettait pas de tirer sans recevoir l'ordre. Même en voyant les ennemis se rapprocher de leur position pendant s'ils venaient de régions prospères, alors qu'il s'agissait de sauver des vies congolaises. Quand les traîtres prennent le thé pendant que le peuple prend les balles, c'est que la justice a perdu sa machette. Ils se promènent comme des ambassadeurs du mal, alors qu'ils devraient être archivés dans les oubliettes de la République. De toute façon, si votre oncle est encore impliqué dans le parti ou partisan de Joseph Kabila, sachez qu'il a des intentions malveillantes. Ton oncle peut t'offrir du poulet le dimanche, mais s'il est dans le camp Kabila, il cuisine aussi la trahison. À ce niveau, même les liens du sang doivent passer au détecteur de patriotisme. Aujourd'hui, il y a des familles qui regrettent Kabila, car la vie était du Hollywood. Vous étiez en train de manger les sangs de 12 millions des Congolais tués à l'Est. Kabila ne doit en aucun cas retourner au Congo. S'il revient, ce sera pour purger une peine de réclusion à perpétuité. Le retour de Kabila, ce serait comme réinviter le voleur à la maison après avoir changé les serrures. S'il revient, ce n'est pas pour gouverner. C'est pour goûter au menu judiciaire. Entrée, condamnation. Plat principal, perpétuité. Je ne sais pas comment on peut mépriser un pays qui vous a accueilli comme un simple chasseur des antilopes et vous a permis de devenir président. Le Congo l'a accueilli avec une natte
Il est reparti avec le tapis rouge et les coffres. C'est comme si un invité mangeait tout le repas, cassait les assiettes et demandait encore du dessert. Ingratitude niveau olympique. Et c'est ainsi que vous allez les remercier en sabotant l'armée de ce pays. Oui, il est Tutsi, cela se comprend, car les Tutsis ont toujours été fidèles à leur idéologie. Mais pas jusqu'à ce point. Fidélité à l'idéologie, d'accord. Mais quand l'idéologie devient une machine à broyer les voisins, il faut couper le courant, saboter l'armée d'un pays qui t'a élevé. C'est comme empoisonner la source qui t'a désaltéré. Si vous regardez Vital Kamerhe aujourd'hui, même les populations des deux Kivu ne lui prêtent plus attention, car il fait partie de ces architectes qui ont offert le Congo sur un plateau à Kagame. Kamerhe, c'est l'architecte du pont invisible entre Kigali et Kinshasa. Et quand les Kivu détournent le regard, c'est que même les collines ont compris que le béton de la trahison ne tient plus. Kagame n'a jamais possédé une armée apte à envahir le Congo, c'est un fait. Si son armée a eu ses capacités, c'est en grande partie à cause des Congolais eux-mêmes et de l'influence des Tutsis dans l'armée et dans les affaires congolaises. Kagame n'a pas conquis le Congo avec des tanks, mais avec des téléphones et des complices. Quand l'ennemi dort dans ton salon, inutile de verrouiller la porte. Et les Tutsis infiltrés ont joué le rôle de GPS pour l'invasion silencieuse. Il est impératif de retirer tous les Tutsis des affaires gouvernementales et l'armée du Congo sans craindre de représailles extérieures. Ils ont leur propre pays, le Rwanda, et c'est là qu'ils devraient exprimer leurs revendications. C'est tout. Le Congo n'est pas une salle d'attente pour les ambitions rwandaises. Chacun chez soi, et les frontières seront bien gardées. Les affaires congolaises doivent être gérées par des Congolais, pas par des émissaires déguisés en patriotes. Chers compatriotes congolais, restez vigilants. Les élections sont préférables, oui. Cependant, malgré les critiques que l'on peut faire au président Tshisekedi concernant sa gestion des détournements, le fait qu'il soit détesté par les Tutsis peut être un atout pour un pays qui aspire à recouvrer sa souveraineté. Être détesté par les Tutsis, c'est peut-être le seul certificat d'authenticité patriotique que Tshisekedi possède. Et dans un pays en guerre, même un président critiqué peut devenir un rempart si les ennemis le fuient plus que les bulletins de vote. Essayez, si possible, de trouver une personne capable de déclarer qu'il n'y aura plus de dialogue. Inutile au Congo, comme le fait Tshisekedi. Le Congo n'a pas besoin de dialogue, il a besoin de décision. Les dialogues inutiles, c'est comme les réunions sans agenda. Beaucoup de bruit, zéro résultat. Il faut un leader qui parle peu mais frappe juste. Si l'Église catholique appelle aujourd'hui à un dialogue, c'est pour remettre le Congo sous l'influence des Tutsis. Réfléchissez-y bien. Quand l'encens cache l'odeur de la trahison, il faut ouvrir les fenêtres. L'Église peut prêcher la paix, mais si la paix devient un piège, alors même les fidèles doivent se méfier des bénédictions diplomatiques. Le Congo n'est pas une paroisse, c'est une patrie en danger. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.